Jamais le porte-parole du gouvernement n'a de répit quand on est là. Quand on est là, qu'on a la caméra qui tourne en direct et qu'on a tous les journalistes devant soi, en termes d'assurance, à mon avis, ça s'apprend très vite et ça s'apprend, comme on dit, à la schlag. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur possible, il n'y a pas d'hésitation possible, il n'y a pas de tremblote possible. Il faut y aller. Une fois qu'on est tombé dans la piscine, il faut nager. Donc j'ai pas de commentaire à faire sur la décision qui a été prise dans le Nord. Donc c'est là que ça se passe. La salle du compte-rendu du Conseil des ministres. Une fois par semaine, donc la presse se trouve juste ici et au pupitre, il y a le porte-parole du gouvernement. Il n'y a pas de limite aux questions qui sont posées par les journalistes. Il est de tradition, c'est l'usage, que le porte-parole du gouvernement ne mette pas de limite au nombre de questions auxquelles il va répondre. Et en général, la presse ne manque pas d'imagination pour balayer tous les sujets possibles et imaginables. Ça dure entre une demi-heure et 1 heure. Ça peut durer longtemps quand il y a des très gros sujets, des très grosses polémiques. C'est souvent des jeunes qui rentrent en politique, donc c'est la porte d'entrée souvent. Gabriel Attal, il avait 31 ans, il sortait du collectif de la campagne d'Emmanuel Macron, il était secrétaire d'État, mais donc il n'était pas encore ministre, c'était vraiment son entrée dans un collectif très restreint gouvernemental. François Baroin, il était jeune entrant dans la galaxie Chirac, pareil pour Jean-François Copé. Laurent Wauquiez aussi avec Nicolas Sarkozy, pareil pour Najat Vallaud-Belkacem dans la galaxie Hollande. Donc oui, c'est souvent une porte d'entrée. C'est ce qui fait aussi la difficulté du poste, c'est que souvent ce sont des jeunes aspirants à la politique qui veulent y entrer et ils veulent tellement y entrer qu'il n'est pas question de le refuser. Parce que quand on refuse un poste dans un ministère, dans un gouvernement, dans un remaniement en construction, on peut ne pas faire partie du collectif du tout à la fin. Donc on ne dit pas non. Et ensuite, si on réussit, si vraiment on réussit à bien incarner cette fonction, je pense que c'est un tremplin très important en termes d'incarnation politique, parce qu'on devient quand même un visage politique déjà très connu des Français. Ça, c'est la première chose, c'est la question de la notoriété en fait. Il y a une forme d'injustice dans ce poste. Encore une fois, ils l'ont choisi. Mais ce qui est très difficile dans ce poste, c'est qu'il faut répondre quand vous n'êtes absolument pas en cause. Une polémique entre 2 ministres, ça sort, il y a 2 ministres qui se sont contredits, ou alors qui se sont fait engueuler par le président. Évidemment, ça sort dans la presse, et c'est le porte-parole qui doit répondre là-dessus. Ou alors il faut répondre sur la vie privée du président. Et ça, c'est prendre le feu gratuitement. C'est-à-dire que le porte-parole du gouvernement n'est pour rien dans la polémique qui est en train de naître, et pourtant, ça va être son boulot, et non seulement ça va être son boulot, mais ça va être son boulot à lui seul, parce que c'est le moment où tout le monde se planque. C'est ce que Jean-François Copé raconte très bien. Il dit que lorsque Jean-Pierre Raffarin lui a dépeint les contours du poste, il lui a dit « Les bonnes nouvelles, c'est pour moi, les mauvaises nouvelles, c'est pour toi ». D'abord, on a une somme d'informations absolument colossales qui viennent de tous les portefeuilles gouvernementaux. D'abord, il faut les synthétiser. Ça tient en 2-3 phrases qu'on va dire ici, à ce pupitre ou dans une émission politique. Donc il va falloir que ce soit quand même très synthétique, il faut que ce soit extrêmement didactique, parce qu'on s'adresse à des gens qui ne sont pas les spécialistes évidemment de ces dossiers gouvernementaux, et heureusement, qui sont la majorité des Français, il faut qu'ils comprennent tout de suite ce dont il est question. Mais en même temps, il faut garder une certaine réserve dans la liberté de ton qu'on pourrait avoir. Et la difficulté de Sibeth Ndiaye avec les masques, c'est qu'elle a donné précisément les éléments de langage qu'on lui demandait de donner. Il fallait expliquer aux Français que les masques, il n'y en aurait pas dans la population générale, mais comme c'était très difficile à admettre pour les Français, parce que ça devait répondre à un sentiment, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de masque alors qu'on a peur? Elle a utilisé les éléments de langage sans filtre et en mettant sa marque à elle qui était une certaine spontanéité, et elle a dit « je ne sais pas mettre un masque, c'est très difficile » et ça n'est pas passé du tout. Et pour le coup, c'est devenu inintelligible. Et vous savez quoi? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je ne sais pas l'utiliser. C'est jamais celui qui est derrière ce pupitre qui parle. C'est une fonction qui parle. Il ne faut jamais l'oublier. C'est de la communication, c'est de la langue de bois et c'est des éléments de langage. Pas toujours, il y a de la franchise aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter ce qui se dit. Les éléments de langage veulent dire quelque chose, la langue de bois aussi. Et parfois même, on arrive à percevoir l'avis du porte-parole si on est très attentif. Et ce n'est pas toujours raccord avec ce qu'il est en train de dire.